Yo les gars, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les quarts de finale de la CDM 2026 sont terminés. On connaît donc officiellement les demi-finalistes avec la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Argentine. Les gars, dites-vous que d'ici une semaine, l'une de ces quatre équipes sera championne du monde. C'est fou. Et avant les quarts, on se demandait est-ce qu'on allait avoir des surprises? Parce que d'un côté, on avait les favoris clairs pour chaque rencontre et de l'autre, les outsiders avec le Maroc, la Belgique, la Norvège et la Suisse. Finalement, spoiler alerte, non. Les gros sont passés dans des matchs simples pour certains, pour d'autres un peu moins, et on perd pas de temps, on commence directement avec le France-Maroc, qui était selon moi l'affiche la plus déséquilibrée. Déjà parce que la France, c'est la meilleure équipe de la compète jusqu'à maintenant et de très loin, parce qu'il manquait aussi quelques joueurs clés pour le Maroc, on pense notamment à Aguerd et Abdé, qui sont deux éléments très importants de cette sélection et qui étaient déjà blessés avant la CDM. À ça, tu rajoutes Saibari, qui jusqu'à maintenant était le meilleur joueur marocain depuis le début de la compète. Je veux dire, on savait que ça allait être une tâche très compliquée. Par contre, je suis désolé, je vous kiffe les Marocains, mais c'est un peu un mismatch. Pour les gens qui ne savent pas, un mismatch, c'est quand il y a une trop grosse disparité entre deux choses, et là, en l'occurrence, de la disparité, il y en avait. Et honnêtement, il n'y a pas à rougir. Je veux dire, si le Maroc serait tombé contre la Suisse, la Norvège, même l'Argentine ou l'Angleterre, ils auraient eu beaucoup plus de chances de se qualifier pour les demi-finales. Là, malheureusement pour eux, ils sont tombés contre une équipe que t'as pas envie d'affronter. Une équipe qui, en plus, comme Warby a dit, au-delà de leur qualité exceptionnelle, c'est le désir, c'est l'état d'esprit. C'est le fait de voir les quatre de devant presser, faire les efforts, travailler les uns pour les autres, et au final, ça peut que faciliter et propulser l'équipe vers le haut. Par exemple, quand tu es Rabiot ou Koné et que tu vois les quatre devant toi faire le travail sans ballon, ça peut que te donner envie de courir comme un yinche, de participer à ce pressing suffocant. Parce que dans tous les cas, tu sais qu'avec ballon, l'un d'entre eux finira par faire la diff. Donc toi, ton boulot, c'est de tout donner dans les efforts sans ballon, d'assurer la solidité défensive et les quatre de devant s'occuperont du reste. Mais ouais, clairement, il n'y avait pas match. Les gars, je vais vous mettre une comparaison juste entre la demi-finale de 2022 et ce quart de finale. Je veux dire, même de mémoire, je me rappelle que le match avait été beaucoup plus compliqué pour les Bleus au Qatar. En 2022, le Maroc réussissait à s'incruster dans le dernier tiers français. Ils arrivaient au moins à se procurer des occasions. Là, et je comprends ce que Warby voulait faire. Deschamps l'a aussi déclaré dans son interview d'après-match. En gros, le Maroc jouait sans vrai neuf, en espérant attirer Saliba et Upamecano, pour ensuite envoyer Talbi ou Brahim dans la profondeur. Finalement, ça n'a pas fonctionné, et sur les 2-3 fois où Talbi avait de l'espace côté gauche, t'avais juste Upamecano qui venait l'agresser directement. Et vraiment, avec cette équipe de France, on parle beaucoup des talents offensifs, et à juste titre, mais le tournoi de mecs comme Upamecano, c'est n'importe quoi. Pour moi, il est dans le top 3 d'essais depuis le début de la CDM, sans aucun doute. Du côté marocain, leur coach a tout dit. Il manque encore de la profondeur dans l'effectif, on a vu qu'à certains postes c'est limité, mais j'ai quand même bon espoir pour eux. Ils ont une très jeune équipe, ils ont un bon coach, la fédération marocaine a l'air de bien travailler. Je veux dire, je m'inquiète pas pour eux, mais clairement qu'il manque encore 3-4 top joueurs pour vraiment franchir un cap. Sinon, pour la France, j'ai pas grand chose à rajouter, c'est toujours les favoris ultimes selon moi. Et c'est vrai, j'ai failli oublier, pour moi il n'y a pas pénalty sur Mbappé. Pour moi, il voit le tacle et se jette volontairement en cherchant le pénalty. Genre, j'étais choqué, quand j'ai vu le replay, j'étais sûr à 100% qu'ils allaient annuler la décision arbitrale et finalement non. Mais bon, on reparlera des simulations qui sont un très gros fléau dans le foot plus tard lorsqu'on reviendra sur le Argentine-Suisse. Mais ouais, clairement que le pénalty est très généreux. Après, dans tous les cas, peu importe les décisions arbitrales, la France méritait de se qualifier. C'est l'équipe la plus forte et la plus kiffante à voir dans cette CDM 2026. J'ai très hâte de voir leur demi-finale face à l'Espagne. Et d'ailleurs, ça me mène à parler de ce Espagne-Belgique, match qui était surpapié en faveur des Espagnols et finalement, sans être brillants, ils se sont qualifiés. Mais les gars, on va pas se mentir, c'est pas l'Espagne de l'Euro 2024, on va dire ça comme ça. Honnêtement, quand je regarde leur match, je trouve pas qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le niveau d'une équipe prétendante à la victoire finale. Les Pedro Porro, Baena, oh mais Baena, vraiment j'y arrive pas. Je sais qu'à Villarreal à l'époque, c'était pas un mauvais joueur, mais là, comme ça, sur le côté gauche, dans cette configuration tactique, les gars, je vous promets, c'est pas pour abattre l'ennemi, mais je suis allé voir, depuis le début de la CDM, figurez-vous que Baena, en 5 matchs, et plus précisément 328 minutes, il a seulement réussi un seul dribble, un seul. Je sais pas si on se rend compte. Et je comprends que c'est pas un ailier typique à la Nico Williams ou Yamal, mais alors à quoi il sert concrètement? Parce que je vais vous afficher sa passe map contre la Belgique, à part rentrer sur son pied droit et faire la passe latérale ou en retrait, je veux dire, il trouve pas beaucoup de passes clés et dans un stade aussi avancé de la compétition, c'est un désavantage d'avoir un joueur aussi inoffensif dans ton secteur offensif. Même Oyarzabal, déjà contre le Portugal, il n'avait pas été bon, là encore une fois, c'était très moyen et vraiment, c'est là qu'on se rend compte à quel point un mec comme Fermin Lopez manque à cette équipe, à quel point il aurait fait du bien avec ses appels de balles à répétition, ses frappes
frappe de loin, son agressivité et juste son jeu dans les 30 derniers mètres en général. Lâchant Yamal un peu esselé, il y a peut-être Olmo qui est pas mal jusqu'à maintenant, mais au global, un peu à l'image de l'Argentine, il manque de dangerosité offensive. C'est dommage que Nico Williams et Munoz ont eu des pépins physiques parce que ça aurait été déjà beaucoup plus intéressant d'avoir des profils comme ça sur le côté gauche. Ça aurait donné à l'Espagne une diversité offensive supplémentaire à la place d'uniquement reposer sur ton côté droit et des combinaisons axiales qui fonctionnent une fois sur 10. Maintenant, il y a aussi un autre joueur dont j'ai pas le choix de parler. Je le kiffe, il a un style de jeu qui me rejoint énormément, mais Pedri... En vrai, est-ce qu'on peut vraiment blâmer Luis de la Fuente d'avoir mis Pedri sur le banc contre la Belgique? Je pense pas. Et je sais pas si c'est de la fatigue, est-ce que c'est le système de jeu ou le mental, mais force est de constater que ses perfs ne sont pas au niveau du Pedri qu'on connaît et qu'on a vu au Barça les 2 dernières saisons. Et j'aime pas le comparer à Bellingham, tout simplement parce que les deux ont pas le même rôle, ils ont pas le même poste. Donc typiquement, moi je demande pas à Pedri d'être décisif par le but. Par contre, je m'attends à avoir plus de passes clés, moins de déchets techniques. Contre la Belgique, il y a certaines passes, certaines prises de balles, on n'est pas habitué à ça avec Pedri. Pedri habituellement, c'est très propre avec le ballon, il fait les bons choix, il fait progresser le jeu et là, depuis le début de cette CDM, on voit pas ça. Heureusement que Rodri est là, qui lui au contraire nous pond une compète de très haut niveau. Et en parlant de Rodri, je suis surpris à quel point il a été capable de revenir à un tel niveau aussi rapidement. Parce que pour les gens qui savent pas, je regarde presque tous les matchs de Manchester City et Rodri tout au long de la saison, il a eu des pépins physiques. Il était très irrégulier dans ses perfs, il avait peur d'aller au duel, c'était probablement lié à sa grosse blessure d'avant. Je veux dire, c'était pas du tout le Rodri qu'on voit maintenant. Et je suis heureux de le revoir à un très haut niveau. Je sais qu'il y a des gens qui sont encore salés par rapport à son BO 2024, mais croyez-moi les gars, quand il est à son top niveau, genre vraiment à 100%, pour moi, il est meilleur que les Vitinha, João Neves ou Pedri. Et pourtant, j'ai aucune attache particulière à lui. Je suis pas un sub de City ou de l'Espagne, mais footballistiquement, je sais apprécier un joueur qui a une vision de jeu incroyable, une qualité de passe de très haut niveau et une grosse activité sans ballon. Le seul truc qu'il n'a pas encore retrouvé par rapport à avant, c'est ses frappes aux 20-25 mètres qui, pour ceux qui se rappellent, étaient une véritable arme chez lui. Mais ouais, clairement que Rodri, pour le moment, c'est le meilleur joueur espagnol depuis le début de la compète et il aura un rôle très important face à la France. Déjà parce qu'il devra évidemment défendre les zones occupées par les 4 fous de l'EDF, donc Mbappé, Doué ou Barcola, Olise et Dembélé, tout en essayant avec ballon de faire progresser le jeu avec des passes verticales ou des renversements vers Olmo, Yamal ou Oyarzabal. La tâche sera pas simple et c'est évident qu'il aura besoin d'un Pedri ou d'un Fabian Ruiz de très haut niveau si l'Espagne veut espérer quelque chose. Ce que l'Espagne aura besoin aussi si elle souhaite se qualifier, c'est une défense A+, une défense impeccable. Et j'ai bien peur que ça soit très compliqué. Oui, jusqu'à maintenant, Laporte et Cubarsí font un bon tournoi, mais ils n'ont pas encore affronté de réelle adversité offensive. Je veux dire, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay washed de Bielsa, l'Autriche... Ton premier test, c'était la Belgique, et comme par hasard, t'encaisses sur une erreur défensive de Cubarsí. Même si Baena est également coupable sur l'action, mais clairement que contre la France et les talents offensifs qu'ils ont devant, la marge d'erreur est extrêmement mince. Et j'ai bien peur, connaissant Cubarsí, qu'il pourrait y avoir un penalty provoqué ou une erreur d'inexpérience bête qui, au final, pourrait coûter très cher à l'Espagne. D'autant plus qu'à côté de lui, Laporte, il est pas mauvais, mais bon, on sait que lui aussi peut provoquer des penaltys bêtes. C'est pas le joueur le plus rapide. Parfois, sur des relances, il peut faire des grosses erreurs. Donc, en gros, on va pas tourner autour du pot, j'ai peur pour l'Espagne. On verra bien, mais pour moi, honnêtement, c'est du 70-30 pour la France. Je trouve l'Espagne trop tendre devant et derrière, j'ai pas mal d'interrogations. Et encore plus, encore une fois, face à cette France et leur faillade offensive dans tous les sens, ça va être chaud. Dans tous les cas, cette demi-finale sera grave excitante. Troisième match maintenant, Angleterre-Norvège. Match qui se jouait sous presque 40 degrés à Miami. Et en vrai, on va faire ça rapidement parce que le match... Après, on pouvait s'y attendre. C'est un climat qui n'est pas habituel et encore moins pour des joueurs anglais ou norvégiens. Donc, ça s'est ressenti dans l'intensité, dans la qualité de jeu par moment. Et honnêtement, comme Tourelle et Bellingham ont dit après le match, c'est une rencontre qui s'est jouée au mental, surtout quand tu vas en prolongation dans de telles conditions. Et d'ailleurs, en parlant de Bellingham, quel CDM! La compète qu'il est en train de faire à seulement 23 ans, arriver comme ça dans un rôle de milieu de terrain un peu plus offensif, mais qui fait quand même énormément d'efforts derrière, c'est incroyable. Il attaque, il défend, il dribble, il presse, il fait tout. C'est fou à quel point il est complet. Je crois que n'importe quelle équipe, peu importe son style de jeu, aimerait avoir un Jude Bellingham dans son effectif. Et contre la Norvège, clairement qu'il a pris les choses en main, dans un jour où Kane était beaucoup moins en vue, et c'est la force entre guillemets de cette Angleterre, c'est d'avoir deux joueurs offensifs de classe mondiale qui peuvent faire la diff à tout moment dans un match. Même si c'est pas l'armada de la France, on est d'accord, mais quand même. Surtout qu'il y a d'autres joueurs comme Rice qui a pas fait un grand match, bon, je crois qu'il était malade les jours d'avant, il y a Madueke aussi, c'était très compliqué, mais globalement, comme face au Mexique, l'Angleterre a juste su être décisif dans les bons moments
moment. Il y a eu l'égalisation juste avant la mi-temps et finalement le but en prolongation qui est venu assommer une Norvège qui était déjà pas mal fatiguée. Après, on va pas se mentir, si on regarde juste les 90 premières minutes, donc le temps réglementaire, je crois que c'est pas scandaleux de dire que la Norvège a été légèrement meilleure. Après, ils ont des choses à se reprocher aussi, dont le fait de titulariser Alexander Masson-Sorloth, qui nous a gratifié d'une 292e disaster class cette année. Et vraiment, faut savoir rester humble. Il doit y avoir des raisons pourquoi le coach norvégien aligne Sorloth sur le côté droit. Par contre, le problème, c'est que ça se voit à des kilomètres, à des galaxies qu'il n'est pas à l'aise à ce poste. Et l'action, là où il la donne pas à Land. Je crois pas que c'est une question d'être égoïste ou pas. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il savait juste pas quoi faire. Il a freeze. Il a pas vu la possibilité de faire la passe à Land plus tôt. Il s'est retrouvé avec un défenseur qui bloquait désormais la ligne de passe. Lui, plus qu'il a pas de pied droit, son réflexe était de rentrer sur son pied gauche. Mais plus que c'est pas un ailier de profession, ça manque de vivacité, ça manque de vitesse d'exécution. Et au final, il perd la balle et c'est une grosse occasion gaspillée. Et en plus, ça c'était quand il y avait 1-0 pour la Norvège. Donc imaginez s'ils auraient marqué sur cette occasion. Tu rentres à 2-0 à la mi-temps sous 40 degrés, mais comment ça aurait été dur pour les Anglais de revenir. Surtout quand on connaît leurs difficultés face au bloc bas. Maintenant, malheureusement, c'est pas arrivé. Moi, de toute façon, ça fait depuis le début de la compète que je voulais voir Oscar Bob sur le côté droit. C'est un vrai ailier droit de métier, gaucher, il a énormément de qualité. Après, comme j'ai dit, Solbakken avait ses raisons. Dans tous les cas, il n'y a pas à rougir pour les Norvégiens. Ils ont fait un parcours historique. Jusqu'à la toute fin, ils ont causé des problèmes à leur adversaire, donc félicitations à eux. J'avais juste un dernier mot sur l'événement avec la caméra. Bon, pour les gens qui savent pas, en gros, sur le premier but de l'Angleterre, il y a un dégagement du gardien norvégien au départ de l'action. Et le ballon aurait soi-disant touché un câble de caméra. Et normalement, selon les règlements, quand le ballon touche un élément externe qui ne fait pas partie du jeu, l'action doit être rejouée. Donc, théoriquement, le but anglais n'aurait pas dû avoir lieu. Maintenant, la FIFA clame que le ballon n'a pas touché le câble, mais de l'autre côté, il y a des vidéos qui sortent et qui montrent un peu le contraire. Et moi, vraiment, ce qui m'a tué, c'est quand la FIFA nous a ressorti son graphique de puce ballon, là, le graphique fait sur Canva, et nous a dit qu'aucune touche de balle n'a été détectée. Donc, en gros, la puce du ballon n'a pas pu détecter un câble de caméra solide, mais elle a pu détecter 2 mm de cheveux de Matanovic contre le Portugal. Bizarre. Encore une fois, c'est ridicule. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur l'arbitrage, je vais en faire une vidéo après la compète probablement. Mais dans tous les cas, bravo aux Anglais. Ils n'ont pas le jeu le plus flamboyant, mais je crois quand même qu'ils arriveront en finale. Pour moi, ils battront l'Argentine en demi. Et transition parfaite, car pour ce dernier quart de finale, on a eu droit à ce Argentine-Suisse. Franchement, avant le match, pour moi, c'était du 50-50. Même si selon les bookmakers, l'Argentine était grande favorite. Mais footballistiquement, avec ce qu'on avait vu de cette équipe dans les tours précédents, dans l'un de ses sons, Nino a déjà dit « Le vase tient qu'à une goutte d'eau ». Moi, j'ai envie de vous dire « L'Argentine tient qu'à une goutte d'eau ». À chaque match, c'est la même chose. Il n'y a pas de progression, ça passe de façon très limite. Scaloni ne veut pas faire de choix forts. Il est trop attaché à ce noyau de joueurs qui l'ont mené à la Copa América 2021, la CDM 2022 et à la Copa 2024. Il croit qu'en alignant les mêmes joueurs, ils seront autosuffisants à chaque fois et produiront des exploits. Mais au bout d'un moment, les équipes t'étudient. Et Messi, qui est ton joueur clé, a 39 ans. Donc c'est de plus en plus difficile pour lui de suivre physiquement et de littéralement faire ton jeu de A à Z. Et moi, je vous dis, je pense que l'Argentine va se prendre une drill face à l'Angleterre. Si c'est pas par le résultat, ça sera dans le jeu. Heureusement pour eux que l'Angleterre a dû aller à l'Azteca jouer en altitude à 10 contre 11 face au Mexique et que quelques jours plus tard, ils ont joué 120 minutes face à la Norvège sous 40 degrés. Donc eux aussi, ils doivent être bien KO, mais même à ça, j'ai l'impression qu'ils vont les bouffer physiquement, techniquement et tactiquement. Et je vois pas mal de gens tomber sur Scaloni et je suis d'accord en partie qu'il aurait dû tester à l'avance d'autres joueurs, notamment les jeunes comme Barco, Simeone, Nico Paz. Mais d'un autre côté, quand je vois des gens dire que l'Argentine a besoin d'ailier, qu'il faut mettre Nico Gonzalez à gauche et Simeone à droite, les gars, déjà Simeone, jusqu'à maintenant dans sa carrière, il nous a montré que c'est un système player. C'est un gars qui évolue comme milieu droit dans un 4-4-2 avec l'Atlético, parce qu'il est trop fébrile défensivement pour être latéral et il n'est pas assez décisif pour être ailier droit. Je le sais parce qu'il a déjà été testé dans ses positions par le passé et c'est toujours les mêmes conclusions. Quant à Nico Gonzalez, je vais peut-être sonner dur, mais je préfère Garnacho, frère, même si je sais qu'il n'a pas été appelé. Je suis sérieux. Pour moi, Nico Gonzalez, ça fait longtemps que je le vois, surtout avec l'Argentine. À la limite, comme super sub en fin de match, ok, d'accord, pourquoi pas, mais comme titulaire. Je veux dire, ce gars-là ne serait même pas convoqué par les 3 autres demi-finalistes. J'espère que vous le savez. Nico Gonzalez ne serait pas dans la liste de la France, l'Angleterre ou l'Espagne. Ça en dit beaucoup. Dans tous les cas, je crois que Scaloni va repartir avec les mêmes. De toute façon, en demi-finale de Coupe du Monde, c'est plus le temps de faire le scientifique. Fallait faire ça avant. Là, maintenant, il faudra juste accepter que ça s'arrêtera mercredi. Vraiment, et je suis très sérieux, pour moi, c'est du 80-20 pour l'Angleterre. Faudrait un miracle pour que l'Argentine se qualifie. Avec les Gordon à gauche contre Molinas, Bellingham qui va transpercer le milieu argentin comme si c'était Bob le bricoleur, les Harry Kane, Eze, Madueke, bref.
Et oui, pour ce qui en est du match contre la Suisse, j'ai pas grand-chose à dire. Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous parle de Dibou qui balance des chiches devant Alvarez et on espère, parce qu'ils ont peur de jouer court, ou du fait qu'il joue en méga bloc bas face à la Suisse après avoir marqué sur corner? Je veux dire, heureusement pour l'Argentine que Embolo a le cuit d'une coccinelle, parce que la Suisse à 11 contre 11 aurait fini par gagner. Embolo peut vraiment s'en vouloir, et si je serais Suisse, mais comment je serais en colère après lui? Même en tant que fan de foot, c'est quoi cette simulation dégueulasse? Je vais peut-être avoir un discours d'ancien, mais vraiment cette manie des joueurs à simuler de façon régulière, on le voit de plus en plus. Des joueurs qui cherchent des pénaltys, alors ça c'est le classique, sinon ça cherche à provoquer des fautes, des jaunes. Frère, joue, c'est pas une pièce de théâtre. Et c'est pour ça que j'ai toujours respecté des joueurs comme Messi, Ronaldinho, les Maradona, Pelé, qui quand tu vois les vidéos de l'époque là, mais Pelé, Maradona, ils se prenaient des agressions, c'était pire que des agressions à l'arme blanche. Et pourtant, ils se relevaient, ils jouaient, ils essayaient de rester sur leurs jambes. Aujourd'hui, il y a certains joueurs, ils sont insupportables sur cet aspect, ils font que tomber. Donc le rouge d'Embolo est totalement mérité, il a saboté son équipe d'une demi-finale de CDM, et on espère que dans le futur, il y ait beaucoup plus de cartons distribués pour simulation, parce que Embolo, c'est loin d'être le seul à faire ça. Bref, dans tous les cas, l'Argentine a réussi à marquer en prolongation sur un magnifique but d'Alvarez, qui a en plus couru comme un fou pendant tout le match, et même à ça, il a eu cette lucidité sur sa frappe. Par pitié, ramenez-moi ce mec au Barça. Mais ouais, au final, comme j'ai dit, on aura droit à un Argentine-Angleterre et France-Espagne, les 4 gros favoris selon les bookmakers au début de la compète. En vrai, les affiches ont vraiment du flow. Perso, je vois une finale France-Angleterre, on verra bien. Vous, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces quarts de finale? Vos avis sur les demi-finales qui arrivent? Qui sera champion du monde d'ici une semaine? Ça m'intéresse de savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.